que c'est pas un hasard, c'est pas un dictateur fou qui a décidé d'aller à la conquête du monde, là, on parle de Poutine, mais que c'est bien les Américains qui ont monté l'opération en Ukraine pour provoquer ce conflit-là. Ah oui, alors évidemment, ce que vous dites est tout à fait évident. D'ailleurs, c'est pas une opération qui est arrivée par hasard, c'est-à-dire que c'est je dirais, une étape supplémentaire dans un conflit beaucoup plus général qui a des racines très antérieures, parce qu'on peut remonter finalement, pour trouver les racines réelles, on peut remonter à Bretton Woods, mais on peut surtout remonter à 1971, lorsque le président américain a séparé, enfin disons, a été contraint de désindexer le dollar de l'or. Parce que, en fait, si vous voulez, on a deux conflits qui arrivent à maturité en même temps. On a l'émergence de puissances souveraines qui veulent s'émanciper de la domination, je dirais, globale, c'est-à-dire à la fois au niveau des infrastructures économiques, au niveau des infrastructures monétaires, au niveau de toutes les infrastructures finalement internationales qui ont imprimé leurs règles dans tout ce fonctionnement. Donc on a la Chine qui s'est peu à peu imposée comme acteur économique sérieux pour ensuite devenir un acteur économique, disons, très tenté par l'indépendance. Indépendance par rapport à cette soumission aux règles édictées par les puissances de l'Ouest, qui sont des puissances en réalité monétaires et financières. Ensuite, là-dessus, on a ce basculement au niveau économique, et puis on a en interne des puissances impériales, puisqu'on peut parler comme ça, quand vous parlez de thalassocratie, de puissance des mers, c'est en réalité un agrégat de choses, et en particulier, ça s'est bâti sur l'alliance apparemment indéfectible entre des intérêts impérialistes américains et des intérêts impérialistes financiers. Or, en fait, ces deux intérêts ont radicalement divergé quant à la forme et au concept de monnaie mondiale. Les Américains ont imposé leur monnaie en tant que monnaie mondiale à Bretton Woods. Or, en fait, ce système-là n'est pas viable, ni au niveau économique, ni au niveau ni économique national, ni économique international. Et ça, les puissances financières le savaient, puisqu'elles avaient déjà l'expérience de la livre en tant que monnaie mondiale, et elles savaient très bien, elles connaissaient parfaitement les écueils de ce système. Donc elles n'ont pas pu s'y opposer à l'époque, parce que l'Amérique est quand même sortie grand vainqueur économique de la guerre, et donc elle a imposé sa marque, mais à terme, ce double concept de monnaie nationale, monnaie mondiale n'était pas viable. Et les puissances financières le savaient, donc elles savaient parfaitement comment les choses évolueraient, parce que c'était mécanique en fait. Donc il était évident qu'à un moment, le dollar devrait se désindexer de l'or parce qu'il n'y aurait pas suffisamment d'or en circulation et même en existant pour adosser en fait la nécessité de créer du dollar toujours de façon supplémentaire pour faire face à la demande internationale tout simplement. Et quand vous multipliez la capacité à générer des échanges internationaux comme l'a fait l'OMC, en réalité ça a accéléré la chute du dollar en tant que monnaie mondiale. Donc le problème de cette dissension interne aux forces disons, aux forces des pays qui dominaient la situation jusqu'à présent, cette situation de dissension en tout cas, a caché, aux yeux de ces gens-là qui étaient occupés à se séparer en interne, finalement, les a empêchés de voir très correctement ce qui se passait sur le front de l'Est, et en particulier ce qui se passait en Chine, dans le pays dans lequel, en fait, les forces patriotiques ont repris le contrôle du pays. Alors que pendant très longtemps, ils avaient joué, parce que vous savez que les Chinois sont des très grands joueurs de Go, ce sont de très grands stratèges, en particulier sur le long terme, donc ils ont absorbé en fait toutes les techniques qui leur étaient imposées pour finalement retourner ça contre leur adversaire. Et ils sont devenus un partenaire économique non seulement important, mais dangereux, puisque aujourd'hui, vous savez que la puissance économique de la Chine est bien supérieure à la puissance économique de l'Amérique. En tout cas, au niveau de la production et de la transformation au niveau industriel, quoi. Donc, cette double tendance, cette hélice, on peut appeler ça une hélice parce qu'il y a un double mouvement, en fait, dans des sens opposés. Enfin, opposés, pas complètement. Disons qu'il y a une dissension des forces impérialistes d'un côté, et de l'autre côté, il y a l'émergence de puissances qui, disons, veulent récupérer leur autonomie de gestion, leur indépendance à la fois culturelle, réglementaire, monétaire, et leur indépendance dans la façon de concevoir même les échanges économiques. Donc vous avez ce double mouvement qui est un mouvement de fond et sur lequel finalement la guerre en Ukraine ou même en Syrie apparaissent un peu comme du bruit, selon ce que vous citiez. Vous citiez Sénèque à très juste titre, parce qu'effectivement, pour comprendre les choses au fond, il faut écarter en fait les effets, les conséquences de la raison qui a généré tout ça. Parce que si vous ne voyez que les conséquences, vous êtes aveuglé et vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. En réalité, nous assistons à un phénomène
assez rare dans l'histoire, parce que de toute façon, il y a rarement eu dans l'histoire une telle concentration des pouvoirs au niveau international. Donc rien que pour cette raison-là, c'est une période historique, nous vivons vraiment une période historique, et dans cette période historique, il faut bien comprendre les enjeux, c'est-à-dire que vous avez d'une part, comme cela s'est produit au moment de la Première Guerre mondiale, une puissance émergente qui peut être en mesure de contester l'hégémonie de la puissance déclinante, qui est la puissance anglo-saxonne, qui avait jusqu'à présent, enfin jusqu'à il n'y a pas si longtemps en tout cas, le contrôle des flux maritimes, hein. Et puis vous avez, qui s'ajoute à cela, la dissension interne entre les élites financières, qui sont les élites que j'ai appelées britanniques, parce que en fait, leur QG initial, c'était la City de Londres, mais en réalité, ils tirent leur puissance de tous les paradis fiscaux du monde qu'ils ont organisés selon leurs propres méthodes, et dont ils captent en fait l'énergie qui est émise par ces paradis artificiels, paradis fiscaux. Et puis, vous avez de l'autre côté les Américains plus géographiquement centrés, qui ont toujours été partisans d'une domination, mais d'une domination américaine stricto sensu, c'est-à-dire au sens de la géographie de leur territoire, qui veulent imposer leur modèle au monde entier. Alors que vous savez que le modèle des côtiers, c'est tout à fait autre chose. N'est pas géocentré, n'est pas un modèle qui est finalement un modèle. Parce que quand vous avez un modèle géocentré, il est, par essence, c'est pas un modèle nomade, c'est un modèle qui s'ancre dans le territoire, dans une réalité finalement d'échange humain. Alors que le modèle finalement britannique tel que je l'appelle, hein, parce que c'est un nom un peu arbitraire que j'ai donné, parce qu'évidemment les Anglais n'ont pas lancé le pouvoir. Enfin, historiquement oui, mais aujourd'hui on leur demande pas leur avis. Disons que ce modèle financier apatride est un modèle de type nomade qui n'a strictement rien à voir avec un ancrage territorial. Donc vous avez, il faut bien comprendre le double mouvement en double hélice qui génère en fait les crises actuelles. Donc aujourd'hui, vous avez la Russie qui s'est alliée à la Chine, la Russie en tant que puissance finalement militaire, hein, et puis la Chine en tant que puissance économique, ce qui crée finalement un danger ultime pour cette domination et cette hégémonie anglo-saxonne. Alors vous savez que l'hégémonie anglo-saxonne a englobé finalement le modèle européen initial, qui était un modèle continental, je le répète, parce que c'est très, très important de le comprendre, et que ce modèle continental est en voie de disparition définitive. Donc ce qu'on a appelé la civilisation européenne est en train de disparaître totalement sous l'influence maléfique, parce que je pense que c'est vraiment une influence très, très destructrice de ce modèle anglo-saxon, maritime, commercial, dans lequel vous avez le commerce qui est finalement les tenants qui sert de tenant et aboutissant de toute la relation que les êtres humains peuvent avoir entre eux. Donc en réalité, le commerce a pris le pas sur la réalité la diversité et la réalité diverse de ce qui se passe dans une communauté humaine. Donc, on aurait comme le politique s'est dissous dans l'économique. Ah oui, le politique n'existe plus. Mais le politique n'existe plus depuis longtemps chez nous. Disons que ça ne se voyait pas parce que tant qu'il y avait, un véritable contre-pouvoir qui venait du bloc de l'Est, vous savez qu'avant que l'Union soviétique ne s'effondre, elle était quand même un véritable contre-pouvoir par rapport à ces forces financières, monétaires qui viennent des pays anglo-saxons, le fait que nos propres institutions étaient au service du pouvoir économique n'apparaissait pas tant que ça, parce qu'il y avait quand même un contre-pouvoir. Donc ce fait existait, mais il était inapparent. À partir du moment où, un contre-pouvoir externe a disparu, toute la nocivité de nos institutions se révèle au grand jour. Alors aujourd'hui, dans la mesure où vous avez l'émergence d'un nouveau contre-pouvoir, hein, qui n'est pas encore complètement assis, qui n'est pas définitivement instauré, mais qui est en voie d'émergence, eh bien, vous pouvez aussi avoir dans nos pays une recomposition des forces historiques qui pourraient se réveiller et voir enfin une opportunité de se faire réentendre, opportunité qu'elle n'avait plus depuis que l'hégémonie s'était imposée. Donc, pour l'Europe, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'OTAN et le fédéralisme européen ont fait perdre la souveraineté aux États européens. Et donc, en perdant leur souveraineté, ils deviennent des vassals du projet anglo-saxon, on peut dire ça. Et puis que la question qui se pose, et se pose avec l'intervention de la Russie en Ukraine, qui a fait que les Américains ont réussi à entraîner les pays européens dans une guerre économique vis-à-vis de l'Eurasie, finalement, parce que c'est de ça c'est ça qui se développe. Et donc, les Européens là-dedans sont dans ce que j'appelle un piège infernal, parce que la difficulté de sortir de cette position-là, c'est que la Russie devient en quelque sorte, par la force des choses, le levier de leur souveraineté. Et là, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'ils sortent de l'influence américaine.
de la domination américaine pour se donner une politique d'équilibre au nom de leur intérêt, parce que là, c'est évident qu'ils sacrifient l'intérêt de leur nation pour servir les intérêts anglo-saxons. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est une possibilité? Puis où sont les prises là, pour que ce projet-là de restaurer la souveraineté de la France ou de l'Allemagne, vous les voyez où? Moi, j'ai de la difficulté à les voir. Oui, non, bah oui, tout le monde a des grosses difficultés à les voir. Enfin, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que évidemment, l'Union européenne est inféodée à l'OTAN par les traités, et que l'OTAN est dirigée par un général américain. Donc ça, c'est quelque chose de très clair. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'au sein des États-Unis, vous avez deux forces opposées, puisque je vous ai expliqué qu'il y a une dissension au sein des élites. Donc vous avez une force qui représente une volonté de développement et disons de domination stricto sensu américain, c'est-à-dire géographiquement centrée autour de l'histoire des États-Unis. Et là, vous avez évidemment qui est aujourd'hui représenté par ce qu'on appelle, enfin disons par tous les partisans de Trump, et puis vous avez de l'autre côté les partisans de l'hégémonie financière globale qui sont représentés par le clan Biden, et qui sont opposés, ces deux-là. Donc, dans la mesure où vous avez un chef d'État qui contrôle le pouvoir militaire américain, et là encore, je ne sais pas dans quelle mesure, ça se discute, parce que je ne sais pas dans quelle mesure le pouvoir économique central agit de façon effective sur le pouvoir militaire américain, ça, je ne sais pas. En tout cas, dans la mesure où ce lien existe, où ce lien hiérarchique existerait, il est évident que si vous avez le basculement d'un pouvoir géographique à un pouvoir financier, ou d'un pouvoir financier à un pouvoir géographique, ça changerait la finalité finalement imposée à l'OTAN, par le biais justement de l'armée américaine. Donc, si vous voulez, les choses sont assez chaotiques, et il est difficile en fait, tout cela, les explications que je vous ai données avant, rendent le contexte géopolitique extrêmement instable et imprévisible, parce qu'il y a trop de facteurs, disons, d'incertitude sur la réalité des allégeances des pouvoirs militaires, parce que vous savez qu'au sein de l'OTAN, vous avez aussi, du fait de cette dissension entre les élites, des partisans de la souveraineté et des partisans de l'indépendance, de la souveraineté et des partisans de l'Union, enfin de la fédéralisation, et surtout du gouvernement global sous contrôle bancaire, sous contrôle financier international. Donc, toutes ces dissensions, en fait, se relaient, ont des relais d'influence à la fois dans l'armée américaine et à la fois dans l'OTAN. Donc, pour l'instant, l'OTAN est sous strict contrôle américain, disons, au service des banques, puisque vous savez que Biden ça a été quand même le sénateur du Delaware, qui est le principal paradis fiscal du monde, il faut quand même le rappeler. Donc, il est très clair que les allégeances de Biden sont les allégeances du pouvoir financier global, c'est-à-dire historiquement qui s'est développé à partir de la City et qui aujourd'hui contrôle toutes les institutions financières internationales, en particulier la Banque des règlements internationaux, et qui contrôle toutes les banques centrales du monde. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez cet état de fait. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passera s'il y avait un changement réel de pouvoir aux États-Unis, si tant est que ce changement soit possible, je ne sais pas. Là, ça reste encore dans l'aléa. Donc, et si tant est que ce pouvoir se modifie, de toute façon, l'intérêt américain ne sera pas convergent avec l'intérêt souverain américain, ne convergera jamais avec l'intérêt souverain européen. Donc, vous comprenez que même dans le cas de figure où disons le principe de souveraineté s'imposerait aux États-Unis d'Amérique, nous resterons toujours sous la dépendance d'intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux stricto sensu en Europe. À moins que, et c'est là où de nouveaux aléas commencent à émerger, c'est-à-dire que comme vous avez un contre-pouvoir externe, je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est en voie d'émergence, vous avez le pôle continental, c'est-à-dire l'association de la Chine et de la Russie, la Chine économique et la Russie militaire. À ce moment-là, ça pourrait réveiller des velléités d'indépendance au sein même des différents pays européens. Mais il est évident que ces indépendances ne pourront de toute façon avoir une réalité émergée de façon politique que le jour où elles seront suffisamment fortes pour s'être émancipées à la fois des instances européennes et du pouvoir de l'OTAN. Donc, vous comprenez que les choses sont très compliquées. On est dans un potentiel émiettement en fait, de toutes les structures et infrastructures qui ont été développées tout au long du XXe siècle, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, qui a vu la domination hégémonique, finalement, de la finance anglo-saxonne par le biais de l'alliance, je le répète, des intérêts financiers et des intérêts patriotiques américains. Mais sachant que cette alliance était fragile, puisque je vous ai expliqué ce qui s'était passé autour du concept de monnaie mondiale et de dollar. Ça veut dire que Keynes était le représentant de la haute finance apatride, et Harry Dexter White était le représentant américain qui a imposé ses vues en 1944 au moment de Bretton Woods.
Voilà, permettez-moi de vous interrompre quelques instants pour avertir les auditeurs en ce moment qui semblent apprécier beaucoup l'émission en cours. Je surveille les questions et à la fin de l'émission, j'en choisirai quelques-unes pour les poser à mes invités. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tantôt à la fin de l'émission. Puis, dans le cas où les peuples qui vont souffrir d'une crise économique qui est fabriquée et puis qui vont réagir, on peut s'attendre à des troubles sociaux qui vont aller en s'amplifiant et éventuellement des directions politiques qui vont sauter. Mais à partir de là, supposons qu'apparaît une doctrine gaullienne qui ressurgit. Et puis, mais à ce moment-là, on verrait que un soulèvement contre automatique, et puis de cette emprise-là de l'OTAN, du fédéralisme européen et du filet oui, allez-y. Bon, en fait, c'est pas ce coup de barre dont vous parlez, hein, c'est un changement de paradigme. C'est pas une révolution, parce que vous savez qu'une révolution souvent est imposée par des forces qui ne sont pas apparentes, mais qui sont dominantes quand même. Et en particulier, je pense à la Révolution française, elle a été très largement soutenue par les forces financières qui voulaient arriver à une réalité politique, ce qui s'est produit en faisant monter finalement la bourgeoisie commerçante en tant que force politique. Donc, ne parlons pas de révolution parce que là, je pense que les enjeux sont beaucoup plus finalement plus graves que ça, parce que on a affaire. Si vous voulez que les choses changent vraiment, il faut faire un changement de paradigme. Et un changement de paradigme, ça passe par changer les relations interindividuelles au sein même des nations. Ça passe par changer la notion même, la conception même de l'État tel que nous le concevons aujourd'hui, qui n'est pas un État, je le répète, et qui est loin d'être une république, mais qui est de toute façon, toutes les forces politiques apparentes sont soumises au pouvoir économique réel, mais caché, donc irresponsable. Donc ce changement de paradigme, il passe par tout ça. Alors déjà, il faudrait que les populations en aient conscience, en tout cas que ça crée un mouvement peut-être pas majoritaire immédiatement, mais un mouvement minoritaire qui ait pris conscience de ces réalités finalement économiques, monétaires, sociétales et de ces réalités juridiques également. Parce que là, on parle toujours d'économie, mais derrière l'économie, il y a des règles. Et les règles, eh bien, ça relève du droit, du juriste. Bien qu'aujourd'hui, les règles ne soient plus du droit. Je l'explique assez abondamment dans tous mes travaux. Donc, en réalité, ce changement de paradigme, il pourrait s'imposer, disons, à la faveur de cette réémergence d'un pouvoir, d'un contre-pouvoir aux puissances financières actuellement dominantes, qui passe par la reconstitution d'une réalité continentale autour du bloc Europe et Asie. Voilà. Je ne parle pas du mouvement eurasiste, je parle du bloc formé entre le continent européen et le continent asiatique. Donc c'est cette immense plaque finalement continentale qui pourrait réémerger en tant que pouvoir politique, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. Donc en réalité, vous voyez que les choses ont des enjeux enfin, c'est dantesque, enfin, c'est vraiment des enjeux colossaux. Et à la fois, tout est possible et le danger est à son apogée. Parce que, justement, comme tout est possible, toutes les forces seront jetées dans la bataille. Et en particulier, les puissances hégémoniques qui ne veulent pas perdre leur domination seront prêts à tous les sacrifices, surtout en particulier par le sacrifice de leurs pions, qui ne sont pas leurs rois. Enfin, vous voyez, sur un jeu d'échecs, vous avez des pions qui servent à rien, mais qui servent à protéger, en gros, le roi et la reine. Et là, en l'occurrence, tout ce qu'on appelle le fantasme européen, parce que j'appelle ça un fantasme, ça n'a rien à voir avec les intérêts européens, toute cette construction artificielle autour des institutions européennes et de forces militaires soumises n'ont rien à voir avec finalement des intérêts nationaux. Et donc, il faut que tout ça éclate. Mais vous voyez bien que ça va prendre du temps parce que des habitudes ont été prises, qu'il y a énormément d'argent en circulation et que cet argent sert à corrompre. Vous avez dans tous les pays européens des dirigeants qui ne sont pas au service de leur patrie. C'est une évidence. Ils ont même été précisément positionnés justement pour détruire ces nations. Donc, vous comprenez que la propagande sert à cacher en réalité toute cette réalité pour éviter que la prise de conscience ne se fasse et que des forces réellement patriotiques et efficaces et intègres au sens où elles agiront au service de leur nation, de leur patrie. Tout ça est fait pour que ça n'arrive pas en réalité. Donc c'est là où vous avez toute cette émergence de fausses dissidences, de dissidences contrôlées, d'opposition contrôlée. Ça sert justement à préserver le rapport de force en faveur de l'hégémonie financière globale. Donc c'est très compliqué. Je le répète, en fait, le jeu international aujourd'hui est extrêmement chaotique. Il est imprévisible parce qu'il y a énormément de paramètres qui ne sont plus sous contrôle ni des uns ni des autres. Et donc, ça rend c'est un peu danse sur un volcan, quoi. Oui, et ça,
ça s'est cristallisé, ces blocs-là, sur le théâtre des opérations en Ukraine, le théâtre militaire. Et puis donc, compte tenu des enjeux de part et d'autre, la Russie qui a intégré une partie le Donbass dans son territoire national, compte tenu du fait que les globalistes jouent leur existence. On est dans l'existentiel de part et d'autre, et l'Ukraine est prise au centre de ça. Et donc, et là, il y avait le secrétaire général de l'OTAN qui disait, si les Russes gagnent en Ukraine, c'est l'OTAN qui perd. Alors donc, est-ce que le basculement se joue sur le théâtre militaire en Ukraine? Non, je ne pense pas que le basculement général se joue là. Je pense que ce qui se joue là, c'est un rapport de force et c'est une manifestation de ce rapport de force. C'est-à-dire qu'il est évident que si la Russie réussit à imposer ses vues, ça montrera au monde entier que finalement l'émergence d'une véritable dissidence, d'une véritable force patriotique est possible. Et donc ça ne fera que renforcer cette émergence globale de patriotisme de pays qui aspirent à la souveraineté. Et là-dedans, évidemment, tous ces pays sont menés par la Chine. Hein, il faut bien le comprendre, ça, c'est très important. La Chine, c'est le facteur déterminant qui fera que le monde basculera ou pas dans la dissidence par rapport à cette hégémonie anglo-saxonne. Et cette hégémonie, je le répète, qui est formalisée autour du contrôle des monnaies et de la finance internationale. Donc cette hégémonie, elle est fragile, elle est très fragilisée aujourd'hui parce que par le biais de ce dollar, en fait, la finance a été rendue extrêmement volatile et non fiable, non viable. Donc en réalité, tous les camps sont en danger et je pense que effectivement, si la Russie réussissait à se poser en tant que concurrent militaire, crédible, hein, parce que ce n'est pas une guerre qui va se gagner facilement de toute façon, mais à ce moment-là, ça peut rendre des forces aux petites, ce que vous appeliez les velléités gaullistes, enfin, vous parliez des forces gaulliennes, mais en réalité, elles n'existent plus aujourd'hui dans nos pays, hein. Elles sont reléguées dans les bas-fonds, les égouts de cette société sous domination culturelle, monétaire, financière, économique, juridique, anglo-saxonne. Donc, mais potentiellement, elles peuvent se reconstituer. Parce que l'histoire est telle qu'elle est et que les choses ne disparaissent jamais complètement. Donc, le fait que la Russie puisse imposer quand même un certain ordre de vue sur sur la partie ouest du continent eurasiatique, pourrait potentiellement rendre des forces à ces forces patriotiques intérieures qui auraient, elles, la capacité à casser l'Union européenne dans son rôle de pion. Vous comprenez? Donc les enjeux en Europe, ils sont ceux-là. Mais ce ne sont pas les enjeux globaux. Là, c'est une partie du problème, encore une fois. Vous savez bien que le problème, c'est l'émergence de forces opposées au niveau économique et au niveau global. Et ces forces-là, elles sont aujourd'hui menées par la stratégie qui a été déployée par la Chine, qui est redevenue patriotique avec son président Xi Jinping qui a pris le pouvoir, à qui on a donné le pouvoir. Hein. Vous savez que là encore, il y a beaucoup de fantasmes derrière la Chine communiste, entre guillemets, mais en réalité, Xi Jinping n'a pas pris le pouvoir par un coup d'État. Les puissances politiques qui étaient en Chine l'ont fait émerger et l'ont mis en place justement pour pouvoir se donner une chance de reconstituer un peu leur intégrité culturelle historique. Donc, si, mettons, sur le volet militaire, la situation en Ukraine ne pourrait pas trancher entre les deux blocs et puis faire basculer quelque chose, ça veut dire qu'on transpose cette confrontation-là sur la guerre économique et à ce moment-là, je lisais un texte, une analyse d'un document du FMI par M. Delawad, et il montrait que la crise économique qui est créée par cette situation-là, finalement, affaiblit l'Occident, alors que du côté de l'Eurasie, l'économie monte, et puis donc, il y a un déséquilibre là, et que sur ce rapport de force-là, de l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie des ressources, l'économie manufacturière de la Chine puis de la Russie, éventuellement, ils sont en train de structurer un écosystème financier, économique, politique, militaire, et que à partir d'une certaine force, le pouvoir d'attraction va faire, et ça se joue déjà en Afrique, il va y avoir une attraction de ce qu'on appelle le Grand Sud, et là,
Et là, il y aurait peut-être une possibilité pour les Européens qui sont partis du bloc continental de traverser complètement pour s'en aller dans le camp de l'Eurasie. Et à ce moment-là, les Américains, les Anglo-Saxons, avec leur monnaie de réserve, seraient en grande difficulté. Et est-ce que c'est quelque chose qui est probable? Ah oui, oui, ah bah absolument. Mais en fait, vous savez qu'en affaiblissant finalement, parce que cette hégémonie financière a fait en sorte que finalement, à la fois l'industrie américaine et l'industrie européenne soient affaiblies, mais finalement, sur le long terme, ça joue contre eux. Parce que ces économies affaiblies ne peuvent plus s'adosser à elles pour asseoir une puissance vis-à-vis d'une puissance émergente. Donc, effectivement, ça se retourne contre eux. Ils ont mis en place des stratégies qui sont des stratégies finalement perverses qui se retournent contre eux. Donc, quelque part, c'est assez amusant. Enfin bon, si nous n'étions pas tous des victimes, ça serait amusant. Alors, effectivement, le fait que la Russie impose ses vues et que la Chine soutienne la Russie, ça donne des velléités, des forces économiques et militaires et morales à tous ces pays, en particulier aux pays africains, mais aussi aux pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et du Sud, qui sont potentiellement qui peuvent créer un mouvement potentiel, mais qui est en train de se créer. En réalité, c'est pas si potentiel que ça, c'est en cours de formation, qui se retournera contre l'hégémonie anglo-saxonne. Donc, je pense que de toute façon, cette guerre, étant donné les fondamentaux qui la soutiennent, ne peut pas être gagnée par les anglo-saxons. Ils ont déjà perdu. Mais justement pour ça, ils seront prêts à sacrifier tout, c'est-à-dire à faire table rase, vous savez, à faire la politique de la terre brûlée, en particulier finalement en sacrifiant en premier les pions devenus inutiles, et je pense en particulier à l'Europe, qui est devenue un pion inutile, puisqu'économiquement, il ne leur sert à rien, il ne leur sert plus à rien, en tout cas plus à grand-chose. Donc, si vous voulez, on est quand même dans une situation extrêmement dangereuse, même si au niveau du long terme, tous les espoirs sont permis. Mais les espoirs, encore une fois, ne se réalisent que quand vous avez affaire à des gens courageux et bien informés, qui comprennent les enjeux réels. Aujourd'hui, on se heurte quand même à cette propagande qui est une propagande de guerre, je le répète, pas seulement militaire, mais économique, monétaire, politique, qui empêche en fait de concevoir les enjeux. Et à partir de ce moment-là, pas grand-chose devient possible. Donc tant que nous n'aurons pas cassé les fumigènes lancés par cette propagande, que les enjeux n'apparaîtront pas clairement, les choses vont se cristalliseront, ne pourront pas se cristalliser. Mais effectivement, des gens, enfin, en tout cas, ce que vous faites participe au mouvement qui consiste à casser ce mouvement de fumée, là, ces fumigènes qui sont lancés par la propagande pour empêcher de considérer les enjeux réels et qui permettront à terme de faire ressurgir les intérêts nationaux de chacun des territoires qui ont été soumis comme des esclaves, il faut le dire. Est-ce que dans cette guerre économique-là et que, disons, qui laisse entrevoir que finalement l'Eurasie devrait avoir le dessus parce qu'ils sont dans l'économie réelle, est-ce que ce qui est arrivé en Arabie Saoudite, c'est pas un marqueur assez important de ce basculement-là? Savoir, oui, parce qu'on sait que, oui, hein? Vous avez raison. Oui, c'est un marqueur, c'est une étape de plus qui montre que le basculement est en train de se faire et que finalement... Alors, attention, ça montre une séparation temporaire. On ne sait pas si ça sera confirmé dans les faits à l'avenir. Pour l'instant, effectivement, l'OPEP a décidé de ne pas aider les pays de l'Ouest et de prendre le parti de la politique économique utile au bloc continental et en particulier à la Russie. Donc ça, c'est un fait. Et ça, c'est presque unique dans les 100 ans qui sont passés. Enfin, on n'a pas vu ça. Donc c'est un élément très, très important. Ça, c'est sûr. Parce qu'en plus, vous savez que toutes nos sociétés ne fonctionnent que sur l'énergie. À partir du moment où vous raréfiez l'énergie, vous la rendez inaccessible à certains territoires, ces territoires-là sont perdus, y compris en tant que pion. Donc oui, il y a des enjeux très, très importants derrière, effectivement. Mais on peut considérer que ce soit non plus, je dirais, il faut que cette tendance soit confortée par d'autres décisions à l'avenir. Vous savez, c'est pas complètement stabilisé non plus la position des uns et des autres, même si la tendance lourde, je pense, est quand même à ce rapprochement entre effectivement l'Arabie Saoudite et puis les puissances russes et chinoises. Oui, donc d'autant plus que pour l'Arabie Saoudite, vous aviez parlé tantôt du décrochage du dollar versus l'or adossé sur l'or. Et là, ils sont par la suite adossés au pétrole, au pétrodollar. Et le point d'ancrage était à ce moment-là l'Arabie Saoudite. Et là, on comprend que le dollar comme monnaie de réserve, c'est l'instrument de puissance numéro 1 des Américains. Et là, c'est la base, l'ancrage qui vient de bouger. Alors, oui.
L'ancrage vient de bouger, mais il faut quand même considérer cette dissension interne entre les intérêts américains stricto sensu, dont j'ai déjà parlé, et les intérêts financiers globalistes, hein, qui sont des intérêts apatrides liés à l'existence de tous ces paradis fiscaux qui ont été organisés selon un modèle précis, qui est le modèle de droit anglo-saxon. Donc, je dirais que les choses peuvent encore évoluer. Est-ce que nous assisterons pas à un nouveau revirement tendant à rapprocher l'Arabie saoudite de ses puissances financières dominantes, auquel cas elle s'éloignerait donc des intérêts géostratégiques à la fois chinois et russes? On ne sait pas, enfin moi je ne sais pas, j'ai cassé ma boule de cristal et je ne peux pas le prévoir. Je pense que la tendance lourde ne va pas dans cette direction, mais on ne peut pas exclure, notamment par des voies de terreur, qu'il n'y ait pas de futur rapprochement entre ces puissances financières anglo-saxonnes et l'Arabie saoudite dans un futur, je ne sais pas, moyen terme. C'est très difficile disons, de vérifier sur la longue durée la tendance qui a été prise récemment. Disons qu'ils ils sont dans l'impression qu'ils peuvent subir le test de la réplique américaine, c'est-à-dire que peut-être une révolution de palais pour changer le régime, pour en mettre un plus près des intérêts américains, ou il y a sur le droit extraterritorial américain, là, ils ont un projet de loi qui s'appelle le NOPEP, N-O-P-E-P, qui fait en sorte que l'OPEP Plus serait considéré comme un cartel, et donc les lois américaines contre les cartels s'appliqueraient, et ce qui donnerait, à partir d'une décision judiciaire, une capacité de saisir les actifs de l'Arabie saoudite. Fait qu'on voit que les Américains n'ont pas dit leur dernier mot, et que si l'Arabie saoudite s'est engagée dans cette voie-là, ils sont conscients disons, avec qui ils font affaire. Oui, absolument. Bah, ça, c'est indiscutable. Mais c'est un gros test. C'est un gros test pour le basculement. Oui. C'est un gros test. Oui, absolument. Mais quand vous parlez de cette stratégie américaine, en fait, il faudrait plutôt parler de la stratégie financière globale. C'est parce que derrière, c'est tout l'argent qui circule dans les paradis fiscaux qui est intéressé à ce sujet. Oh, ouais. Donc, en réalité, là, ça permettrait de remettre sous contrôle financier global de la finance anglo-saxonne ce territoire, finalement, de l'Arabie saoudite, qui a des velléités d'émancipation. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment lié à l'intérêt américain géocentré. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vraiment distinguer les deux puissances qui se... Parce que quand on parle d'intérêt américain, il faut préciser de quel intérêt s'agit-il. Si on parle de l'intérêt des paradis fiscaux et de la finance globale, ce n'est pas l'intérêt américain stricto sensu, parce qu'une fois encore, je le répète, cet intérêt financier global a mis l'économie américaine à genoux. Enfin, disons que c'est le dollar qui l'a mis, mais en fait, ils ont activer la mise à genoux, la mise à terre de l'économie américaine en désindustrialisant de façon lourde le territoire. Donc ces gens-là sont en opposition de vue, mais si vous parlez de cette puissance financière, vous parlez des gens qui sont représentés par le clan Biden et de Delaware, hein, d'accord? Donc on ne parle pas de l'Amérique patriotique, des intérêts américains. On ne parle pas de l'intérieur. Oui. Lato sensu. Et à ce moment-là, on parle de la finance globale apatride. Voilà. Oui, donc, on ne parle pas de l'intérieur. Oui, allez-y. On ne parle pas de l'intérieur des terres qui ont voté Trump, là. On parle des interfaces maritimes. Bien sûr. Donc, effectivement, et vous avez raison de le mentionner, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Il n'est pas exclu que l'Arabie saoudite, notamment sous un régime de terreur quelconque, de changement de régime au palais royal, fasse effectivement volte-face et reparte du côté des intérêts de la finance globale. Néanmoins, je le répète, de mon point de vue, la tendance lourde ne va pas dans cette direction. Donc, même s'il y avait ce genre de mouvement, ce ne serait pas un mouvement pérenne. Je pense. Mais ça, je peux me tromper. Je ne suis pas, encore une fois, j'ai cassé ma boule de cristal. Mais enfin, les tendances lourdes restent quand même à la reconstitution de blocs continentaux avec des transactions beaucoup plus localisées et qui traversent le continent, l'alliance entre le continent européen et asiatique, donc eurasiatique, et qui, de cette alliance, bénéficieront effectivement tous les autres pays, y compris sur le continent africain et d'Amérique latine. Donc tout ça est en voie de reconstitution, en fait. Toutes les forces qui ont créé l'organisation du monde telle que nous le connaissons aujourd'hui sont remises en cause et il y a des enjeux tellement importants que cette remise en cause ne pourra pas se faire
en quelques mois. Enfin, je veux dire, c'est un travail de très longue haleine, avec des batailles gagnées, des batailles perdues, et un conflit qui n'est pas militaire stricto sensu, qui est un conflit global, je le répète, donc qui a des enjeux monétaires qui ont déclenché ce phénomène, qui ont des enjeux économiques, qui ont des enjeux juridiques, je le répète, culturels, qui ont des enjeux politiques. Donc, sachant que le politique aujourd'hui en Occident et en Europe n'existe plus. Il n'est qu'apparent. C'est un théâtre d'apparence. Ce n'est pas politique. Le personnel politique qu'on a aujourd'hui dans nos pays n'ont rien à voir avec des intérêts politiques. Alors, ce qu'on peut entrevoir, c'est qu'il y a quelque chose qui paraît inévitable, c'est la mondialisation néolibérale, le globalisme, s'en va se fracturer sur le bloc continental. Et donc, sur ce qu'on va voir sur des bases civilisationnelles, c'est quelque chose de pratiquement inévitable pour vous? Le fractionnement, qu'est-ce qui est inévitable? Le fractionnement la mondialisation. La mondialisation. Non, mais la mondialisation, elle a été cassée par ceux-là même qui l'ont mis en place. Il faut bien comprendre ça. Elle a été cassée parce que, à cause des divergences. Ben oui, absolument. Okay. Absolument. Okay. Donc aujourd'hui, on est dans une lutte pour le contrôle du pouvoir, mais c'est un contrôle du pouvoir qui utilise toutes les armes à sa disposition. Est-ce qu'on peut... Parce qu'au final, c'est quand même les armes qui défendent les gens et les institutions. Donc, c'est vrai que l'armée reprend une place de premier rang qu'elle avait perdue. Mais néanmoins, n'oublions pas quand même que les armées et les militaires sont soumis à la finance parce qu'il faut payer ces armées et ces guerres. Donc, c'est ça. L'armée, c'est le collatéral du dollar. Oui, ça a été longtemps. Maintenant, non. Maintenant, c'est en voie de recomposition, tout ça. Oui, alors donc, ça nous a éclairé un peu cette conversation-là. C'était vraiment spécial pour moi, là, en tout cas, et pas sûrement pour Carl. Et puis, bon, on espère peut-être un jour se reparler. On va disons, diffuser, vous faire connaître parce que vous êtes très, très éclairante. Vous avez une étendue d'expertise qui fait en sorte qu'on a une intelligence dessus. On va répéter un peu ce que vous avez dit, mais Donc, il y a Gérard Lepage qui nous demande, pour une hégémonie financière globale anglo-saxonne, la crypto-monnaie pourrait-elle être utilisée pour remplacer le dollar? Alors, ma réponse, elle est très claire. Avant de parler de crypto-monnaie, il faut savoir ce qu'est une monnaie. Et je dirais que même les banquiers ne savent pas ce qu'est une monnaie. Donc, il faut revenir sur le concept de monnaie et comprendre que, en fait, la crypto-monnaie, c'est qu'un moyen de mise en œuvre de la monnaie. C'est comme si vous parliez c'est un moyen de faire circuler la monnaie. Ça ne reste qu'un moyen. Il faut d'abord être clair sur le concept et ensuite, on peut effectivement choisir, et ça sera un choix à opérer. Moi, personnellement, je pense qu'il est important de conserver, au moins partiellement, une circulation matérielle de la monnaie parce que ça vous met quand même à l'abri de certaines dérives numériques qui sont pas enfin, tous les gens ne peuvent pas s'en protéger. Donc, il faut qu'il y ait à minima une double circulation. Maintenant que la circulation dématérialisée se fasse sur le modèle, disons, de la blockchain, pourquoi pas, mais il faut regarder, encore une fois, le diable se situe dans les détails, il faut regarder tous les enjeux qui se trouvent derrière, et en particulier l'enjeu énergétique, parce que vous savez que la blockchain demande quand même, enfin certaines plus que d'autres, mais certaines techniques plus que d'autres, mais sont quand même un peu énergivores. Donc après, il y a des options, des choix à faire dans un contexte où l'énergie est disponible ou pas disponible. Vous voyez, donc c'est pas une question auquel on peut répondre simplement. Les choses ne sont jamais simples, en fait. Enfin si, elles sont simples dans le concept, mais on peut pas y répondre comme ça parce que les éléments d'information ne sont pas accessibles aujourd'hui, ne sont pas totalement disponibles pour y répondre de façon pertinente. Néanmoins, la réponse la plus simple et la plus évidente à faire, c'est que, avant de parler de crypto-monnaie, soyons clairs sur les fondamentaux de la monnaie, parce que la monnaie a été totalement subvertie. Et je vous signale que la monnaie n'est pas un bien dans le commerce. Et ça ne l'a jamais été, sauf que les banquiers ont perverti le sens de la monnaie pour en faire un bien dans le commerce. Donc, quelque chose soumis finalement à la spéculation et à l'accaparement. Donc, vous voyez, alors là, une fois de plus, je vous renvoie vers mes ouvrages, et puis je suis en cours de rédaction d'un nouvel ouvrage dans lequel je réaborderai ces sujets-là, qui sont des sujets tout à fait essentiels et fondamentaux. Ici, dans cette colonie britannique dans laquelle on vit depuis environ plus de 260 ans, effectivement, les concepts de monnaie, on n'a jamais été très sensibilisés à ça. En France, vous avez déjà eu votre franc, vous avez déjà eu votre propre monnaie qui a déjà été souveraine. Et nous, ici au Québec, on est très peu au fait de l'importance de la monnaie. On dit qu'on ne peut pas avoir de pays si on n'a pas de monnaie. À l'époque où on était proche de la souveraineté, on se posait la question, devrait-on avoir notre monnaie québécoise? Et on a complètement
ridiculiser l'idée même d'avoir notre propre monnaie. Évidemment. Alors, bah oui, parce que ça, c'est l'enjeu structurel. Hein. Il n'y a pas d'indépendance sans indépendance monétaire. Donc, évidemment que tout est fait pour ridiculiser et banaliser ces sujets qui sont les sujets de fond les plus essentiels qu'on puisse avoir. Donc, la monnaie, je le répète, n'est pas un bien matériel, c'est un concept et c'est né comme un concept comptable. Qui dit concept comptable dit concept politique, parce que la comptabilité, elle est un instrument au service des forces qui dominent l'organisation d'une société à un moment donné. D'accord ? Donc, si on veut retrouver une monnaie qui soit saine, eh bien, il faut être clair sur ce que signifie une monnaie saine. Donc, il y a toute une redéfinition des conditions de la monnaie, de ses critères, de son affectation. Et là, justement, je fais un peu un appel aux Québécois parce que dans ma réforme des institutions, il est évident que j'envisage une réforme de la monnaie qui s'implémente, qui s'implique dans la réforme des institutions. Il ne peut en être autrement. Et donc, je travaille sur ces sujets-là. Donc, si vous voulez aller les consulter et aussi participer à leur élaboration, parce que je n'ai fait que commencer l'élaboration de ces sujets, ils ne sont pas encore arrivés totalement à maturité. Donc, toutes disons les interventions peuvent éventuellement être les bienvenues, sachant que je ne suis pas encore complètement organisée au niveau de Révolu Droit, que ça va bientôt se faire, mais que j'ai besoin encore un peu de temps pour pouvoir répondre à effectivement toutes les sollicitations, parce qu'on n'a pas assez de disponibilité en termes de temps et de gens pour être capable aujourd'hui d'être bien structuré. Donc, ça va se faire dans les mois qui viennent. Donc, je vous invite à régulièrement aller voir sur notre site les nouveautés qui se font, et en particulier au niveau organisationnel. J'invite tous les auditeurs et les Québécois à consulter tout ce qui est votre information, les excellentes vidéos que vous avez données à TV Liberté. Dernière question. Oui, allez-y, Jean-Claude, tu connais bien Mme Bugault. Vas-y. Oui. OK, c'est juste le site Géopragma. Non, c'est de la haute tenue, là. Okay. Oui, et j'ai des projets éventuels pour vous, Mme Bugault, ici au Québec, de vous joindre avec des juristes qu'on est en train d'approcher pour qu'on ait vraiment un débat de fond là-dessus. Et j'ai bien hâte de voir comment ça va aboutir. Question pour conclure. Oui, allez-y. Je précise quand même que Géopragma, je ne suis pas impliquée dans Géopragma. Hein. Géopragma n'a rien à voir avec mes travaux à moi. Okay. Vous étiez là au début, non? Ah non, je ne suis pas dans l'organisation Géopragma. Okay. Je connais certaines personnes qui travaillent, mais je n'ai jamais été ni sollicité pour intervenir chez eux, ni impliqué dans leur stratégie. Du reste, je signale quand même au passage que tous les travaux que j'ai menés sont quand même plus... Enfin, disons, sont plus, à mon avis, plus indépendants, plus cohérents et plus indépendants que tous les sites qui existent aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, j'ai très bien compris ça, moi. Madame Bugault, en guise de conclusion, c'est d'une question qui a été inspirée par un des auditeurs, justement. Je vais juste vous la mettre à l'écran, là. Est ici de Mme Mireille Deschênes. Comme moi, comme père de famille, vous, comme mère de famille, ça dépasse tout entendement actuellement le stade dans lequel on est rendu dans ce conflit, dans ce grand basculement du monde-là. Nous, Jean-Claude et moi, on s'est posé et on se la pose beaucoup, cette question-là. Est-ce que ce grand basculement du monde-là que vous nous avez éclairé aujourd'hui va se faire dans la violence ou dans l'honneur et l'enthousiasme? Alors, la grosse question qu'on se pose, jusqu'où les Anglo-Saxons sont prêts à aller pour défendre leurs intérêts qui sont menacés? Jusqu'à la disparition totale, jusqu'à la mort. Ils vont d'abord sacrifier leurs pions et à la fin, c'est une guerre à mort. Hein, il faut bien le comprendre. Un changement de paradigme, le perdant n'existera plus. Donc, à la limite, il se moque de faire tout disparaître parce que, disons, que l'alternative pour lui, il n'y en a pas. De toute façon, il disparaît. Donc, il faut comprendre ça. Dans la mesure où si la guerre est perdue par cette junte hégémonique, eux, ils seront condamnés, ils disparaîtront. Donc, ils sont prêts à faire disparaître le monde entier avec eux. En fait, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, notre lecture est juste, Mme Bugault. Ils n'ont pas d'option, en fait. On est dans des heures critiques de l'humanité. Hein. Ah oui, oui, là, absolument. On n'a jamais été à un point aussi critique, à mon avis. Hein, parce que, étant donné les capacités technologiques actuelles, je pense que l'humanité n'a jamais été confrontée à un tel danger. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, en l'état actuel de nos connaissances des civilisations antérieures. Ah oui, hein? Absolument. Ça rappelle le piège de Thucydide. Oui, mais enfin... une puissance déclinante, une puissance montante. Voilà. Et puis, je lisais une étude qui disait que dans les 5 derniers siècles, il y a eu 16 cas et ça a mené à la guerre 12 fois.
Oui, mais enfin là, c'est une guerre ultime, si vous voulez. La guerre qui est envisagée aujourd'hui, il n'y en aura pas d'autre après. Enfin, même je pense que Einstein, en disant qu'on se battrait avec des bâtons et des cailloux, je pense qu'il est en dessous de la réalité. Parce que vous savez que si c'est une guerre nucléaire, il ne restera rien. Donc, il n'y aura même plus d'humains pour tenir les bâtons et les cailloux. Donc, je pense que là, il faut avoir conscience des enjeux qui sont des enjeux radicaux, vraiment radicaux. Et une fois de plus, la puissance hégémonique actuelle, dominante, en fait, a tout à perdre. À partir de ce moment-là, elle se battra jusqu'à la mort et elle sera prête à tout, à faire disparaître ses ennemis en même temps qu'elle. Oui, effectivement. Parce que tout le monde devient ses ennemis. Voilà, c'est la réalité. Alors, les gens n'aiment pas y faire face. Vous savez que peu de gens sont capables de confronter le réel. Et parmi ceux qui sont capables de le confronter, il faut après l'assumer. Donc, c'est très compliqué. Mais en même temps, de toute façon, le réel vous rattrape toujours. Donc, que vous le voyez ou pas, il continue d'exister quand même. Donc, c'est pas le sujet, c'est pas d'être capable de le voir ou pas. Le sujet, c'est peut-on modifier le sens des choses? Voilà. Et est-ce que les Européens vont le voir trop tard? C'est une question. Pour l'instant, les Européens, ils n'existent pas. Ils sont totalement soumis. Les Européens, pour l'instant, de quoi parlez-vous, quoi? Enfin, je veux dire que non, en tout cas, dans l'officialisation du pouvoir en Europe, il n'y a pas d'Européens. C'est que des soumis. Des zombies. C'est ce qui est très inquiétant en ce moment. Oui, on a affaire à des dirigeants en Europe qui semblent vraiment sortis de la réalité et c'est ce qui nous fait peur. Et du côté de Poutine, on semble vouloir nous le vendre comme étant un psychopathe qui est déséquilibré en phase terminale d'un cancer. Mais ça, c'est la règle de la propagande. Oui. C'est la propagande de guerre, ça. Il faut bien identifier les choses en fonction de leur réalité de terrain. Il est évident que toute guerre passe par une propagande massive, et en l'occurrence, la diabolisation de l'ennemi, c'est une des armes principales de la propagande. Mais enfin, vous savez, le réel, parfois, revient aussi en boomerang, parce que vous comprenez bien que les dirigeants, enfin, les pseudo-dirigeants qu'on a chez nous sont des hologrammes. Ils ne dirigent rien du tout. Ils ne font que relayer l'influence du pouvoir, je le répète, économique global, qui est un pouvoir monétaire en fin de parcours. Et ce pouvoir-là n'a de compte à rendre à personne puisqu'il n'est pas identifié. Donc, on ne sait pas que c'est lui qui prend les décisions, et donc on ne peut jamais le rendre responsable d'aucune décision. Donc, les pions qui sont en place aujourd'hui, les pantins qui servent de politique et qui n'ont rien de politique, sont là pour toujours maintenir l'écran de fumée, l'illusion, avec la propagande massive qui va avec. En fait, le personnel politique en place aujourd'hui ne va pas sans ce fumigène médiatique de propagande. Les deux sont irrémédiablement liés. Et ils sont liés à cette domination économique globale. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, Jean-Claude, moi, je vais mettre fin à l'émission si tu n'as pas d'autre chose à... ça conclut sur en réalité notre ouverture, c'est-à-dire qu'on essaie de percer le brouillard de la guerre pour discerner la réalité, et Mme Bugeaud nous a tellement aidés aujourd'hui. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, il y a un travail qu'il faudrait mettre sur le tapis, et là, je vous invite à relayer ce sujet, c'est la réforme de l'entreprise capitalistique, parce que tout passera par là. C'est l'organisation de l'entreprise qui a généré cette opacité, cette irresponsabilité des décideurs réels et tout ce brouillard économique qui est là pour cacher la réalité du pouvoir. Et donc, la réforme de l'entreprise, à laquelle je me suis attelée quand même il y a longtemps, et puis je continue à y travailler, est un élément fondamental, au même titre que le retour du droit naturel, sont des éléments fondamentaux pour ce changement de paradigme qu'on a évoqué tout à l'heure. OK. Donc, à suivre, Mme Bugeaud, puis j'espère que c'est le début d'une collaboration avec Radio Infocité, parce que je pense que les gens ont apprécié beaucoup. J'invite les gens à partager l'émission. Alors, merci de votre générosité. Merci de toute l'information que vous nous transmettez ici ce matin au Québec et partout exploité. Non, ça va, regarde, bon? On a fait le tour d'évolution où on perd tous nos repères, nous, parce que nous, on est dans le bloc du déracinement. Oui, alors, absolument. Mme Bugeaud, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. Qui nous ont permis de mieux comprendre le monde qui nous cerise la semaine dernière et qui nous entoure. Lucien Sophobie, qui lance l'AFP, Radio Info, et aussi des gens de... Une bonne conscience, nous qui avons